inutile ou voilà. Bon. Non, là on est quand même sur du pathogène, c'est-à-dire que ça veut dire que ça crée un contexte, d'accord. Après, c'est aussi si vous associez tout ça ou s'il y a qu'une catégorie qui est concernée, parce que si vous y mettez, vous pouvez avoir tout en même temps là. Avec des degrés de gravité plus ou moins, voilà. Donc là, c'est pour ça que ça peut donner quand même, je pense, des éléments, des arguments. Si tu mets tout ça avec un côté déterminant derrière, tu es dans le harcèlement. Je pense que... c'est ce que j'allais dire, moi, oui. Quand tu as tous ces... Mais là, la plupart des choses qui sont là, elles sont volontaires. C'est pas... en général, ce que la plupart des éléments qui sont ici, ils savent bien ce qu'ils font, quoi. Alors, est-ce qu'ils mesurent forcément les effets? Après, il y a les techniques qui sont repérées, connues, telles que dans le tableau clinique présenté par Valérie. Il y a ces techniques managériales. Après, qui les porte? Tu peux aussi avoir des personnes, des managers ou des chefs d'entreprise ou des employeurs qui sont qui ont eux-mêmes leur propre pathologie et qui vont mettre en œuvre ce système pathogène. C'est-à-dire de manière, comment dirais-je, avérée ou latente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une psychopathie des employeurs, ça peut arriver. On peut rejoindre une personnalité. Si tu as affaire comme employeur à un pervers narcissique, tu peux être en situation de danger grave et imminent. Ça peut, je veux dire, c'est-à-dire qu'après, le harcèlement avec l'intentionnalité latente ou avérée, ça dépend, peut avoir des effets éminemment destructeurs. Et l'un et l'autre. C'est-à-dire que ce qui fait la différence fondamentale entre la souffrance au travail et le harcèlement, dans le harcèlement est définie la notion d'emprise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait souffrir l'autre parce qu'il sait que la façon dont il va agir a un effet automatique sur l'autre. L'intentionnalité. Et c'est l'effet d'emprise, si tu veux. Et quand effectivement tu arrives au niveau, par les dossiers, à démontrer ce côté intentionnel, mais c'est ce phénomène d'emprise sur l'autre, sur le fait qu'elle sait qu'à partir du moment où elle va faire telle et telle chose, elle va nuire à l'autre, mais elle le fait volontairement, et elle sait que l'autre va d'autant plus en souffrir, ça lui fait du mal, oui. Que ça lui fait du mal, mais l'autre ça lui fait du bien parce qu'elle sait qu'elle va faire du mal à l'autre, et c'est ça l'emprise, tu vois. Parce qu'on dit toujours, vous savez, juste un petit exemple, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que alors il y a des choses quand même vues comme ça, on va se dire, bon quand même, faut pas exagérer. Mais après tout, chaque individu peut très bien passer outre. Autrement dit, moi c'est ce que mon père m'a toujours appris, en quoi, pose-toi toujours la question, ma fille, en quoi, parce que c'était quand ça n'allait pas trop bien avec certains professeurs, en quoi ce que te dit ton professeur a de l'importance pour toi ou pas. Parce qu'il savait aussi qu'il y en avait qui valaient quelque chose et d'autres qui ne valaient pas. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Parce que si c'est le dernier des crétins qui vous renvoie une injure ou qui vous dit que après tout, on peut très bien se dire ça ne me touche pas et puis je passe. Donc, alors, c'est pas si simple. Parce qu'on est quand même depuis tout petit, à moins d'avoir eu des éducations particulièrement libertaires, mais on est conditionné quand même par rapport à la question de l'autorité. Et l'organisation, elle est faite de telle manière à ce qu'on nous rappelle ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, pour eux, ça a de l'importance, en fait, ce que le chef, le responsable peut penser d'eux. Même le dernier des crétins. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça aussi. Autre chose aussi, c'est qu'on peut être sensible au fait que, même si on arrive à passer outre ou à supporter tous ces brimades, ces machins, ces trucs, ces stress, etc., on peut aussi vouloir le faire reconnaître, ne serait-ce que pour que les autres, pour que ses collègues, que l'on voit aussi de la même manière en souffrance et harcelé, qu'à un moment donné, ce soit reconnu qu'il arrête, quoi. Que ce soit fini. Tout à fait, parce qu'effectivement, après, il y a aussi des universaux, ça se discute, c'est presque de la philosophie morale, mais il y a le bien, il y a le mal, quoi. Enfin, c'est un peu schématique, mais il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Voilà.
Et il y a des personnes qui, avant d'avoir inventé, on va dire, le management ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ont réfléchi à ces questions-là. Et il y a une manière de traiter des êtres humains et il y a une manière de maltraiter des êtres humains. Enfin, c'est un peu schématique, mais bon. Et à ce moment-là, on peut tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui réagissent. J'avais posé la question par rapport au harcèlement parce que j'ai eu une discussion avec Céline tout à l'heure. Et elle fait machine arrière. Elle voudrait faire machine arrière sur le fait d'aller au prud'homme avec un problème de harcèlement. Elle voudrait éliminer ce truc-là. Et en fait, j'ai étudié des dossiers toute l'après-midi et là, j'ai la certitude qu'il faut aller sur le harcèlement. C'est-à-dire que comment c'est après la difficulté de... C'est entre le système juridique et le psychologique. Voilà, entre le... C'est pas grave la difficulté. Ça prend le temps que ça fait. On gagne pas. Non. Mais qui s'en sortent pas tout le temps. Alors juste Jacques, parce que sinon, je vais pas dire que vous allez risquer de partir sur un domaine. C'est pas que c'est pas important. Je veux juste dire une chose, c'est que je sais pas ce que ça va donner pour vos situations. Je sais que les choses changent. Je sais qu'à travailler sur la question des risques psychosociaux, aujourd'hui, et c'est récent, on donne la dominance aux risques psychosociaux. Comment dirais-je, en tout cas à l'entrée psychologique, parce que l'affaire est trop grave. Donc à un moment ou à un autre, le système juridique va devoir prendre en compte cette composante-là, mais c'est peut-être pas encore complètement le cas de la machine judiciaire, c'est lourd, hein, ça fonctionne d'une certaine manière depuis bien longtemps aussi. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné une affaire ne semble pas prête pour le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qu'il n'y a pas la légitimité pour. C'est deux choses différentes. Enfin, vous me direz si je ne dis pas bien. C'est la légalité et voilà. la légitimité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, la machine judiciaire, puisque la dominance est faite donc pour l'angle d'approche psychologique, même dominante sur la médecine. Alors, si les psys deviennent dominants sur les médecins, je peux vous assurer que il y a 5 ans, j'étais en Belgique sur sur un colloque européen sur la souffrance au travail. On n'en était pas là. C'est-à-dire que les psys étaient quand même en attente par rapport à ce que pouvaient dire les médecins. Et je pense qu'ils sont dépassés. Excusez-moi, mais les médecins, enfin, dépassés en tout cas, je retire un peu ce que... Enfin, c'est pas tellement dépassé, mais c'est que on ne sera pas trop de plusieurs champs disciplinaires pour faire face à ce fléau. Quoi, parce que la médecine accepte qu'il y ait d'autres paramètres que les leurs. On va dire ça comme ça. C'est ça. Le cas de Ginette, puisqu'elle est partie, la sécurité sociale a reconnu l'expertise du psychologue de la médecine du travail. Très intéressant. Et elle est reconnue en ALD, en affection longue durée. Et c'est à partir du psychologue de la médecine du travail. Ouais, et je pense que les choses vont bouger parce que comme la semaine prochaine, justement, moi j'expérimente aussi, hein, on va faire la journée risques psychosociaux. Il y a quelqu'un du service de médecine du travail donc, qui va venir en 3e partie de journée. Oui. Et donc un ergonome psycho du travail avec qui qui m'a contacté via le syndicat. Et en fait, là, il m'a demandé de venir pour un temps de travail et au service de médecine du travail et voir aussi avec des médecins. Donc ça veut dire qu'ils intègrent le fait que nous, syndicats, on peut commencer à discuter. C'est pas anodin quand même. C'est pas anodin. Donc on va voir après. C'est des prémices. Oui, mais c'est une avancée. Ah, complètement, je pense. Oui, c'est une avancée. Donc, bon, faudra attendre. C'est-à-dire que c'est un dossier. Moi, ce qui me semble important, c'est-à-dire que entre ce qui est l'autorité de la chose jugée, ce que peut rendre un compte rendu de prud'homme, et jugement. Un jugement. Et ce qui a été intimement subi. La phrase est terrible, hein, la phrase que je vais prononcer est excessivement terrible. Pour l'avoir expérimenté à titre personnel, elle était totalement irrecevable pour ce qui me concernait, mais elle se vérifie. C'est que
face à des harceleurs, face à une situation de bouc émissaire, on peut se reconstruire, sans justement briser l'isolement. C'est un des méthodes l'action collective organisée du syndicat permet de briser l'isolement, c'est très important. Ne pas rester seul avec cette affaire-là, c'est que malheureusement on ne peut pas tout réparer du préjudice subi. Le prix de la douleur, et on ne peut pas tout réparer. Et on peut d'autant moins réparer que la personne est passée à l'acte. La réparation, c'est une chose, mais le fait d'alerter et de dire que c'est pas reproduction, c'est ça qui ne pas nuire. Oui. C'est ça qui est important. Bien sûr, faire stopper. Parce que, bon, c'est sûr. Voilà, mais pour stopper une barbarie ou pour stopper quelque chose de pathogène ou de pathologique, il faut un mouvement extrêmement puissant. Il faut l'étayer du point de vue juridique, l'étayer du point de vue psychomédical. Oui, c'est par ce biais-là que ça va et quelquefois, ça ne suffit pas. Nuremberg, par rapport à la pathologie de la barbarie nazie, par exemple, a dit le devoir de désobéir. Déjà, c'est-à-dire qu'un des indicateurs, c'est une soumission inconditionnelle à l'autorité ou à la pression de conformité, est déjà une situation à risque. Mais ta préoccupation légitime, parfaitement fondée, nécessaire, Thierry, de dire faut stopper la nuisance ou la personne qui est en situation d'emprise ou de puissance, c'est excessivement important. Qu'au moins, qui ne puisse pas reproduire son fonctionnement sur d'autres, des personnes qui sont plus fragiles et qui passeront peut-être dans une décompensation et un passage à l'acte. J'ai dit ça parce qu'il l'a fait à d'autres. Mais bien sûr, mais tout à fait, Thierry. On l'a vécu. On pourrait parler de entre guillemets Mouloud. On dira pas son nom, c'est Mouloud. Mais on a vécu ça. Mais pourquoi ces gens-là, s'ils sont reconnus pour être comme ils sont, ne sont pas... Mais non, parce que, encore une fois... Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Mais non, pas de vague. Il faut du temps. Ils ont été mis en place par des gens. Oui, voilà. Il y a derrière, il faut justifier le fait qu'ils aient été mis en place et puis que c'est l'autorité. Oui, enfin, c'est vrai qu'on a accepté. Ils ne sont pas trompés, ceux qui les ont mis là. Non, mais c'est vrai, Si on peut faire régner un peu la terreur et faire taire les autres, ils ont aussi peut-être un rôle à jouer. Mais on n'a pas changé depuis 1940. Non, mais justement... Oui, mais à partir du moment où il y en a un qui est le bouc émissaire, ça protège tous les autres. Mais voilà. Oui, mais c'est ça la stratégie. Sacrifice. Rappelez-vous, mes camarades, qui est sacrifié au nom du collectif. Je l'ai dit au nom du syndicat départemental Action sociale d'Ille-et-Vilaine, la société de l'argent. La société de l'argent n'a pas, la société de l'argent, comme disait Albert Camus, n'a pas le but du bien-être de la collectivité. Dans les écoles de police où on enseigne la torture, ça n'a pas pour objet le bien-être des pensionnaires. Rappelons-nous dans quelle société on est. Rappelons-nous dans quel contexte Valérie fait son exposé. Il y a une dizaine d'années, là, aujourd'hui, on a viré un directeur, on commence à se connaître sur la place publique, et en fait, sur des motifs de maltraitance, de harcèlement de résidents et de salariés. Tant qu'à faire, il a fait la totale. Oui. Donc on a une grève d'une bonne dizaine de jours quand même, au bout de laquelle il a d'abord été mis dans un placard dans un bureau de la paye, et ensuite il s'est fait licencier. Ce gars-là s'est pas démonté, il est allé au prud'homme et il a gagné. Il a gagné sur quoi? En faisant valoir les missions pour lesquelles il était embauché et sur lesquelles il a été viré. Voilà. Il avait été embauché pour venir mettre de l'ordre dans notre établissement qui était bordé. Il a été viré du fait de son profil de poste. Ouais. Ah, c'est fort. Et il a été viré de 92% de salariés en grève et en grève d'illimité tant qu'il tu vois l'ampleur quand ils embauchent un cadre comme ça, comme ça ou comme le profil de poste du cadre aujourd'hui, il est bien pour faire marcher une boutique. Oui, et c'est pour ça, Pierre, que Albert Camus dit quand la société de l'argent exploite les salariés, elle fait son métier. Il faisait son métier. Et il faut le savoir. Il faut savoir qu'en face de nous, on a des gens comme ça.
Il faut le savoir, c'est-à-dire qu'un salarié peut être d'autant plus armé parce qu'il agit collectivement et qu'il a une forte conscience du sort qu'il subit. C'est ce que disait Fernand Pelloutier, le fondateur des bourses du travail. Ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son propre malheur. La science de son propre malheur. C'est-à-dire qu'une fois informé de cette affaire-là, de cette conscience collective, de cette conscience de classe, tu te fortifies, tu t'organises collectivement pour pouvoir répondre à l'attaque qui t'est faite. Alors, ce que tu dis, s'organiser collectivement, c'est vachement important. Bah ça, il y a dans le document quelques pistes. Hein. Donc on va avancer un petit peu parce que justement, dans ce que dit Jacques, le fait plus on est informé, plus on comprend ce qui se passe, plus on a des éléments de chacun à son niveau, et mieux on va pouvoir lutter aussi par rapport à tout ça. Parce que c'est l'ignorance aussi qui maintient. Jusqu'ici, ça marche parce que c'est encore un peu nouveau tout ça. Maintenant, si on commence à creuser, qu'il commence à y avoir des discussions autour de ces questions-là, que ça devient moins tabou aussi, parce qu'il y a des gens qui n'osaient pas non plus, qui se disaient, si jamais on en parle, qu'est-ce qu'on va penser? Donc ça, c'est en train de changer. Et ça, c'est extrêmement important. Hein, donc, je crois que... Alors, là, vous avez quand même pas mal d'éléments, je pense, déjà, pour être un peu en vigilance, que vous connaissez. Donc, ça peut être distribué, ça peut être... affiché, ça peut être diffusé. Je crois qu'il faut passer par un moment donné par la démultiplication de l'information, de toute façon. C'est aussi l'intérêt des temps. Des personnes comme moi, on est juste là pour rassembler ces données-là, et puis après, l'idée c'est de les dispatcher au plus grand nombre, en fait. Alors, sinon, on a aussi tout ce qui concerne ce qu'on appelle le détournement des règles disciplinaires. Alors, on vous parle de pratiques persécutrices, de surveillance, contrôle des communications, vérification des rangements personnels et ou professionnels, contrôle de la durée des pauses, des absences. Donc là, il y a tout le temps pression. Et utilisation de nouvelles technologies de surveillance. Il y en a qui mettent des caméras, je ne sais pas, mais en tout cas, au mépris de la loi d'ailleurs. Aussi, voilà. Ou qui se branchent, c'est arrivé à certains au téléphone de se rendre compte qu'en fait il y avait quelqu'un d'autre que c'était décroché sur une autre ligne, des choses comme ça. Des pratiques dites, ça c'est complètement conscient alors pour le coup. Des pratiques punitives, oui, même organisées. Moi je me suis posé la question si des fois les murs n'avaient pas d'oreilles. Et là tu te grattes la tête, tu te dis quand même. Si, c'est... Mais ça c'était pas où je suis, c'était ailleurs. Ce qui est voir comme dit Jacques, des pratiques qui sont interdites. Mais c'est assez bizarre. Quoi. Ouais. Alors sinon, placer le salarié donc en situation de justification constante. Donc des procédures disciplinaires non fondées ou des menaces de procédures disciplinaires, de l'affectation autoritaire dans un service. Des vacances imposées, sans concertation. Donc on ne peut même pas choisir ses dates de vacances ni ses périodes de vacances. Ça, il y a de plus en plus. L'air de rien, comme ça, pour... Les 6 mois, poser ses grandes vacances 6 mois à l'avance, c'est légal, ça? Je sais pas. En principe, tu dois pouvoir les poser à partir une demande, elle est posée dès janvier. Janvier, c'est ça? Ah ouais. Ok. Non, il n'y a pas, au niveau juridique, il n'y a pas de gestation sur le l'obligation. Parce que c'est 15 jours avec son conjoint, c'est ça, toujours aussi ça. Il n'y a qu'une seule obligation, c'est les vacances sont officielles 1 mois avant le départ. Quand tu as posé tes vacances et que tu as eu une acceptation de ton employeur, il peut changer la date jusqu'à 1 mois avant le départ. Un mois date à date, il ne peut plus y toucher. Et il y a 15 jours de commun avec son conjoint. C'est pas pour moi, mais c'était pour des collègues. C'est les deux seuls... ça commence à poser problème. Parce qu'elle ne peut pas me réserver, tout ça. Mais le respect du mois de date à date est quelque chose de formel. Il n'y a pas de dérogation possible. Il ne peut pas dire parce qu'il a un truc urgent ou quoi que ce soit à faire. Ça n'existe pas. Alors, il y a une multiplication intentionnelle des courriels. Alors, la cohérence des procédures d'évaluation. Vous entendez parler des entretiens annuels d'évaluation. C'est
c'est naze. Non, c'est là, mais sauf que c'est légal. Ouais, Je veux légal. qu'il pose Ça des- fonctionne mal, Ah. c'est pas forcément légal. Parce que, Ah, si, parce que c'est j'ai légal. compris, la personne qui est en face de Ah bon, toi il y a qui sont doit être... vaches. Oui, bien sûr. Attends, parce que non, c'est-à-dire que l'évaluation en elle-même n'est pas légale. Ce qui est légal, c'est des entretiens professionnels de deuxième partie de carrière qui sont prévus dans la loi sur la formation professionnelle. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a que ça qui est obligatoire. Et c'est un droit du salarié d'ailleurs. Hein C'est un droit du salarié. Mm. Et on peut s'y soustraire. Et on peut s'y soustraire. Ah bah de toute façon, moi, dans l'accord de GPE aussi Franchement, de on la peut s'y DAPEI, soustraire. moi dans l'accord de j'ai GPE dit aussi de non. la DAPEI, moi j'ai fait le Moi, je dis forcing non à pour tout, que les alors. entretiens ne, je sais pas, moi, je dis ne non soient à pas tout. obligatoires et Oui. puissent être refusés par les C'est salariés. Je vais Miracle, regarder parce syndicaliste. que... Parce qu'ils parce ont été qu'eux-mêmes ne savent pas non généralisés plus. même avant les 45 ans, mais nous, donc il y a eu toute une procédure de mise en Il y a des place. choses comme ça. Et Il y a deux, ça effets de dépend. mode. Il y a Ah bah non, la c'est loi pas- sur. t'as la loi, alors, c'est tout, par t'as la rapport à la législation. fonction publique, il y a la loi sur l'évolution des performances. des carrières, les projets de formation, tout ça. C'est un article de loi. Mais là, c'est Et il y a obligatoire. il y a l'évaluation de deuxième partie de carrière et l'évaluation qui n'est pas une évaluation normalement qui doit servir Non, c'est un entretien professionnel. C'est pas un entretien d'évaluation. professionnel C'est ça. qui lui n'évolue pas les performances du salarié. Non. C'est deux cadres différents. L'entretien individuel de fin d'année, s'il est facultatif, on pourrait reprocher à l'employeur de nous l'imposer et de ne pas nous avertir qu'il est facultatif. Alors, L'entretien d'évaluation dans le secteur associatif privé non lucratif n'existe pas. bah, nous, on a ça tous les ans et Ça on est n'existe. obligé d'y aller. Non, Non, je c'est un rentre abus. pas, voilà. C'est un ça abus. n'existe pas. On peut le reprocher alors. C'est un abus du droit. Moi, Mais si, je rentre Pascal dans ce cadre. Fontaine, Ah bah, qui c'est faisait parfait. ça. Ça Moi, je n'existe rentre dans ce cadre-là. Ça n'existe pas. Parce qu'en plus, je Tu vas devrais avoir une personne en face de moi qui connaisse travailler mon en métier. C'est un Une ami. personne. non. Moi, je suis électricien. Oui, voilà, tous les 2 ans, mais c'est des entretiens, c'est ce qu'on Et appelle VH, des entretiens VH, professionnels liés à la loi Le sur la VHB, formation professionnelle. D'accord. Mais c'est pas des entretiens d'évaluation, c'est des entretiens C'est pas du plâtre, professionnels. C'est pour comment C'est le la projet. loi de contre-réforme des retraites, Voilà, l'augmentation c'est- de d'âge légal de départ à la Voilà, retraite. c'est comment les gens envisagent leur suite de Autant je carrière suis professionnelle. pour Qu'est-ce faire- qu'ils Donc en cohérence, il y a qu'est-ce- l'entretien de deuxième partie de Qu'est-ce qu'ils carrière. qu'est-ce qu'ils Comment envisagent? Est-ce maintenir qu'ils dans ont l'emploi besoin les d'une salariés formation gravatés. pour Une qu'ils envisagent? évaluation alors que les personnes en face de toi. Ouais, des idées. Ah bah l'évaluation, ça vous C'est inspire. pas de ça qu'on nous parle en général. Ah ben, sauf que théoriquement, le On nous groupe. dit est-ce que ça va, ça va. Ah, ça inspire. Alors revenons au Ouais. sujet. Valérie. Alors reprends la main. l'évaluation, c'était un élément, mais il n'y avait pas que celui-là. Ah oui, mais tu vois. L'intensification des notes de service, bon, quand c'est bombardé. Refus réitéré aussi des demandes de formation. Les personnes à qui on n'arrête pas de refuser certains types de formations, toujours un peu les mêmes. Voilà, ça c'est pas très bon non Oui, c'est plus. pas terrible ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a autrement? Donc, ce qu'on appelle le détournement du pouvoir de direction et d'organisation. Donc, les pratiques qui visent à l'insécurité psychologique avérée quand même. Donc, conduire le salarié à la perte de sens du travail. Donc, travailler de façon trop séquencée, sans vision du produit du travail. Travailler à la limite de l'illégalité. Donc, ça, c'est dans certains secteurs, on fait contourner les lois. Certains chauffeurs routiers, on va les laisser rouler, dépasser les limites de vitesse, et puis tant pis si jamais ils prennent, voilà. Mais en même temps, ils savent qu'ils sont quand même en dehors des clous, le non-respect des pauses, des choses comme ça. Donc en fait, on incite, c'est insidieux, mais c'est pas... Et ça crée une pression. Appliquer des normes dites de qualité avec celles du marché, mais pas avec celles du travail. Donc ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est typique pour notre secteur. Parce qu'on ne voit pas très bien comment on peut... on parle pourtant de qualité, normes 1, normes qualité et compagnie dans notre secteur. Alors là, des fois, on se demande de quoi on parle et exactement. Et ce qui pourrait être fait Ouais. n'est pas fait. En plus. Oui. Ouais. Parce que c'est pas regardé sous le bon angle. Quoi. Il y a des choses, moi je m'aperçois, Ouais. moi les fauteuils roulants par exemple. Les fauteuils roulants, c'est anodin un fauteuil roulant. Ouais. Sauf qu'un fauteuil roulant, un châssis c'est 5 ans. L'entretien normalement doit être fait par une personne qualifiée. Tu files pas un fauteuil roulant comme ça à une personne, ça dépend de la pathologie, alors que c'est fait aujourd'hui. Puis tu as l'hygiène, moi je le fais, hein. Moi je nettoie les housses, je désinfecte les housses, parce qu'il n'y a personne pour le faire.
En plus, l'ergo qu'on a, c'est une professionnelle qui vient comme ça, me demande de faire certaines actions que c'est bon, je ne le fais pas. Moi, je m'occupe juste de la partie hygiène, puis mon petit coup de vis et tout ça. Mais voilà, c'est ça, c'est des choses qui pourraient être faites, mais c'est pas fait. Oui, alors ça, c'est plein de choses. C'est pas complètement dans l'illégalité, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de professionnels qui couvrent ou qui bricolent, on va dire, dans le secteur du travail. Alors quand c'est dans un bon contexte, bon, c'est un peu... Mais quand c'est en plus dans un mauvais contexte, tout ce qui est fait pour arranger, pour colmater, voilà, ça peut à un moment donné effectivement devenir source de stress, quoi. C'est sûr. Se voir imposer des normes de qualité en parallèle avec un travail, on appelle ça le travail en mode dégradé. Le travail en mode dégradé, c'est quand on vous demande un travail alors que vous n'avez pas objectivement les moyens de le faire. Donc ça pourrait ressembler à ce qui a été dit tout à l'heure par la dame Ginette. Et ça fait une souffrance inutile aux salariés. Le sentiment de bâcler son travail, on porte cette culpabilité de l'agresseur qui est le donneur d'ordre, c'est-à-dire de la charte de travail, c'est-à-dire l'employeur. Bien sûr, ça c'est extrêmement violent. Tu portes la culpabilité parce que la culpabilité, elle est bien aussi cultivée par les autres qui attendent à ce que tu fasses toute la masse de travail, ce qui est totalement impossible, et donc on te culpabilise de pas la faire, si tu veux. Donc... Alors sinon, ce qu'on appelle donc les injonctions paradoxales, qui perturbent quand même pas mal le lien à la réalité, hein, donc ça, bon, c'est bien connu aussi. Prescrire des consignes confuses et contradictoires qui rendent le travail infaisable, et ce qui sera reproché bien évidemment dans un deuxième temps. Voilà. Définir une procédure d'exécution de la tâche, et puis une fois qu'elle a été exécutée, dire que c'est pas comme ça qu'il fallait la faire, il fallait la faire autrement. Donner du travail sur le mode mission impossible, donc on sait par avance que de toute façon on ne va pas y arriver, enfin, la personne ou le groupe ne va pas y arriver. Enjoindre de prioriser des tâches dont le degré d'urgence est présenté comme similaire, donc comment tout est urgent, alors de toute façon on ne peut pas donner de priorité. Faire une tâche qui est déjà faite et on ne sait pas très bien pourquoi, on la fait refaire. Fixer des objectifs sans donner les moyens donc de les atteindre. Hein, ça, on sait bien faire ça aussi nous. Imposer l'obéissance à des prescriptions rigides au détriment du travail qu'elles sont supposées organiser. C'est-à-dire que, alors là j'ai un étudiant là qui travaille là-dessus, c'est ce qu'ils appellent les process en fait. Il est effaré de ça, quoi, parce que ça devient dominant par rapport à la tâche effective. C'est-à-dire la manière dont on va réaliser la tâche est beaucoup plus compliquée que la tâche à réaliser elle-même, quoi. Donc là, il y a un problème, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Corriger des fautes qui n'existent pas et détruire un travail en le jugeant inutile, après l'avoir demandé. Donc il y a quand même des choses comme ça qui se font. Et puis, alors vraiment, les pratiques qui conduisent à la déstabilisation psychique. Alors peut-être que sur cette page-là, on va être effectivement, c'est plus fort au sens du harcèlement, hein, parce que là, il n'y a pas de doute. Donc c'est l'invisibilité, en fait, rendre le salarié invisible en mettant en scène sa disparition. Donc supprimer les tâches définies dans le contrat de travail ou le poste de travail, notamment les tâches de responsabilité en les confiant à notre salarié, ou modifier aussi le profil de poste, ou faire disparaître carrément le poste. Hein. Privé d'outils de communication et d'espace de travail formel, il n'y a plus de bureau, plus de téléphone, il n'y a pas d'endroit pour se poser. Effacer le salarié des organigrammes et son nom sur tous les signes de visibilité au sein de l'entreprise. Enjoindre les collègues à ne plus communiquer, toujours pareil, et écarter des instances de prise de décision. Parce que quand même, donc là, ça devient plus fort. Quand justement une personne comme ça, mise comme là, vous avez écrit, que logiquement l'inspection du travail a demandé à ce que cette personne-là ait telle et telle chose, tel outil pour faire son travail, et qu'elle est là dans son coin et il n'y a rien à bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Se syndiquer. Se syndiquer, voilà. Se syndiquer, rentrer dans un collectif et on va l'aider. Voilà. Je lui ai dit. C'est pas pour taper sur l'inspection du travail, mais c'est qu'il y a un inspecteur du travail pour je sais pas, une immensité. Ils sont laminés donc aussi. Après, ça dépend aussi des personnes.
Et Oui, il faut qu'ils cumulent quoi, un certain nombre de faits sur une certaine durée pour à un moment donné. Alors, tu sais, le truc pragmatique à faire, c'est de lui dire, effectivement, il faut rentrer dans un collectif. Sinon, la deuxième étape, c'est elle prend un cahier et elle note. Voilà. Ouais. Elle note Un au carnet de jour, bord, ouais. Elle est en Elle note- souffrance en plus parce que elle la maladie, note au jour. on appelle ça, François, elle note au jour le jour, elle met les Évolutive. dates, les lieux, les personnes présentes, ce qui s'est retenu. passé, comment ça s'est passé, mais le comment ça s'est passé, ça va jusqu'au terme, les termes utilisés, le ton employé. Parce que Il n'y a, un ton, pas de terme, il n'y a pas de ton. Quoi. mais non, mais Parce si. qu'elle est mise là, Mais elle est non, mise là, quoi. non François, je suis pas d'accord avec toi. La façon dont on lui dit les choses, de tu te mets là, c'est on est désolé, il n'y a plus de bureau. C'est même pas ça, quoi. Tu te mets là, ou c'est bon, le bureau, c'est bon, terminé, tu te mets là, point barre. C'est pas du tout la même façon de Ah le bah dire. non, non, non. Voilà, et ben quand je te dis le ton utilisé, on est là-dessus. Mhm. C'est ça qui va caractériser le harcèlement, c'est au-delà du fait en lui-même, c'est comment ça s'est passé. Tu vois. Il faudrait presque des grilles. C'est une maladie presque orpheline, des c'est là, outils, Ouais, mais Mais pour bon. faire ça, Anne, il faut que la personne soit pas trop basse. Parce que des fois, tu as des personnes qui sont dans une situation comme ça de harcèlement, qui sont tellement laminées, Ah oui. ils n'ont plus aucun jus pour le faire. Ben Ah ouais. oui, je sais Ou bien. on s'en rappelle, mais on a plus les dates. Est-ce que c'est intéressant de le mentionner? Oui, aussi, si on a- ouais, ouais, là, bon, peut-être. C'est- Si, quand même. Non, mais par contre, bah, c'est juste hein, Il y a d'un des point de vue. contextes où cette dame-là, bon, C'est Moi, je sais- moi, je sais que c'est c'est intéressant soignante pour avant. avoir la base de données, hein, ça c'est sûr, Parce c'est que intéressant. au niveau du Mais harcèlement, quand la- t'es pris le- dedans, tu... au niveau du harcèlement, le juridique, la base du juridique, c'est tu dois donner des éléments, le salarié qui attaque pour des faits de harcèlement, doit donner des éléments qui font penser à ce qu'il y aurait eu des phénomènes ou un phénomène de harcèlement. On ne te demande pas de le prouver, on te dit d'amener des éléments qui amènent à ce qu'effectivement ça interroge et l'employeur doit répondre à ces interrogations. C'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de phénomène de harcèlement. Toi, tu dois amener le doute. Et c'est lui qui prouve. C'est pas à toi de prouver qu'il y a eu le harcèlement. C'est à Ouais, mais lui. ça, c'est l'aspect juridique du truc, la procédure à faire. Pour, Oui, mais c'est vrai que d'un Moi, point de vue, c'est vrai que d'un point de Mais vue non. psychologique. Alors Voilà. Pour aider la personne. c'est pas d'abord c'est vrai ce que tu dis, c'est sûr, et ce serait sûrement une protection Ouais. aussi. Et c'est Ouais, pour ça non, que ce mais- serait intéressant peut-être d'avoir, ça serait dommage d'en arriver là, ceci dit, ou grave, mais bon, d'avoir presque des grilles prêtes à être remplies, ou je sais pas, des choses qui sont, parce que la personne qui est prise dedans, elle a qu'une envie aussi pour se protéger, surtout que c'est dans la durée. C'est d'oublier quoi, enfin d'oublier Oui. le moins pire, on va le dire comme ça. Voilà, s'arrêter sur les choses qui sont peut-être d'une certaine gravité, mais les petites choses au quotidien, ou dire bon, on va passer à autre chose, on va et elle pourrait ne pas s'en rappeler. Et si tu commences à tenir une comptabilité sur une durée psychologiquement, c'est pas simple quand même. C'est dur, et puis C'est après, pas tu simple. as un Non, dossier, non, tu mais- remplis les. Non, mais les armoires d'un de autre ta côté, maison. Sauf que très sincèrement, Ouais, mais nous, on peut le faire à juridiquement, sa place. Oui, oui, mais, les seuls dossiers Ouais, non, qui mais ça, arrivent c'est vraiment à avoir une reconnaissance de harcèlement, Oui. c'est non, mais ceux-là. tu Et as par rapport à raison. ce que l'inspection du On travail dit pas que avait t'as tort, hein. demandé, Non, mais tu as ça raison, n'a pas Anne, été mais fait. ça je veut. vais Attendez, répondre à la attendez. question. C'est ça. Ça veut bien dire quand même, tu as raison du point de vue juridique. Donc elle a eu et- quand même. Attends, je vais te répondre. Et Je c'est vais te sûrement, répondre sur c'est le fond de sûrement ta ce qu'il question. faut faire d'un point de vue objectif. Par contre, ça veut bien dire que la machine juridique, elle est un peu à l'ouest au niveau du psychologique. Oui. Et qu'à un moment donné, eux aussi, comme la médecine, il va bien falloir qu'ils redescendent d'un cran. Parce que s'ils attendent trop que les gens soient trop montés en pression et qu'il y ait trop de catastrophes parce que les dossiers sont pas bien prêts, parce que ci, parce que ça, demander effectivement à quelqu'un de suivre une comptabilité des violences, parce qu'on peut le dire comme ça, qu'il subit Personne. sur une certaine durée, c'est comme, enfin je vais faire une analogie, elle va peut-être vous choquer, mais c'est comme si on demandait à un enfant ou à parce que le salarié il est en position de grande vulnérabilité, hein, au sens de Cyrulnik ou voilà, de grande vulnérabilité. Donc c'est comme demander à un enfant qui subit des maltraitances de tenir aussi un carnet sur toutes les maltraitances qu'il a subies, quoi. On n'aurait même pas idée, quoi. Quand à un moment donné, moi je m'insurge un peu, hein, parce que pas forcément non plus vis-à-vis du juridique très
voilà. Mais je m'insurge aussi parce que je me dis que faudra aussi qu'à un moment donné, il y ait peut-être une autre possibilité ou une autre option. Oui. Alors, justement, sur l'autre option, je réponds à la question de François. Quand effectivement il y a des recommandations de la médecine du travail qui ne sont pas respectées, après, l'écho, pour l'avoir vérifié, pour que la personne ne soit plus une personne cible, c'est de médiatiser la situation. C'est-à-dire interpeller les autorités de tutelle et de tarification, les autorités constituées, de manière à ce qui n'a pas été fait par une autorité, en l'occurrence les recommandations, les préconisations, les injonctions de la médecine du travail, le non-respect. Tu interpelles l'autorité de tutelle et de tarification supérieure, et ça, tu dénoues, tu réussis à dénouer l'étau de l'emprise individuelle. Ça, c'est une deuxième stratégie au-delà du juridique. Ça m'inspirait une chose. Pareil, c'est la réaction qu'a eue Valérie par rapport à l'enfant. Je ferai la même similitude que Valérie par rapport aux personnes qui passent devant l'officier de protection de l'OFPRA et à qui il faudrait qu'ils soient en capacité juridique de produire les certificats de torture qu'ils ont subis. Et ils sont bien évidemment dans l'impossibilité de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui a été dit, pour l'avoir exprimé, quand on vit une situation juridique, c'est-à-dire que la personne qui est exposée se retrouve à avoir une assistance, ne serait-ce que le fait, le témoignage. J'ai été témoin de la manière dont elle a été considérée. Assistant du conseiller du salarié, assistant du délégué du personnel, du délégué syndical, du CE, tu joues plus, la partition n'est plus du tout la même. N'est plus du tout la même. Non, monsieur, il y a non-lieu de sanction. Non, monsieur, il y a non... Là, vous ne respectez pas. C'est-à-dire, notre capacité syndicale et politique à tenir une position. On ne passe pas à autre chose tant que le problème n'a pas été réglé. Ça, c'est une vraie... Parce qu'on est dans l'ère du délitement, de la crise de la représentation et de la responsabilité. Plus personne n'est responsable de rien. Et nous, on doit identifier les responsabilités au plus près, de la manière la plus fine. Et c'est ça qui permet justement le changement. C'est-à-dire ne pas passer à autre chose. Si le problème est réputé non réglé, on s'en saisit et on a tout le temps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La réaction de Anne et le salvatrice est dit la carte syndicale. La carte syndicale pour dire on va reposer le problème mais on va le médiatiser. Et on va votre charge, on va la prendre. Votre charge, on va la prendre. Vous ne portez pas ça tout seul. La première chose des fois, avant de faire, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mais moi, sur un travail de nuit, par exemple, sur des horaires illégaux de travail de nuit, la surveillante de nuit a mis 5 ans et demi à venir me voir. Et moi, dès que j'ai fait le premier courrier, en 15 jours, son problème de dormir dans sa voiture était réglé. Et elle a mis 5 ans et demi à venir me voir. C'est pour ça qu'avant de te dire de faire le listing du truc, j'ai la première chose que je t'ai dit. Il y a l'action syndicale avant le contentieux. C'est collectif. L'action syndicale, c'est d'abord le rapport de force et dire non, comme tu dis François. Non, c'est d'abord dire non. On passe pas, c'est non. D'abord, on essaye syndicalement et si on n'arrive pas à l'obtenir syndicalement, on va vers le deuxième étage du juridique. Exactement. Alors maintenant, c'est vrai que j'aurais même tendance à dire, avant l'action syndicale, il y aurait presque l'action citoyenne, quoi, parce qu'à un moment donné, oui, parce qu'il y a des situations de telle souffrance. Parce qu'il y a des situations qui sont inacceptables. Il y a le devoir de signalement pour le coup. Il y a des situations de détresse qui font que les gens ne pensent même plus qu'il est possible de se défendre. Tout à fait. Et je crois qu'il faut être là-dedans aussi. Oui. C'est la position de victime. Hein. Voilà, c'est la position de victime. De toute façon, tout ce qu'on... C'est que dans les détails... Thierry termine. Dans les détails qu'il faut noter pour... il y a aussi la notion de prescription quelque part. Donc on peut écrire, mais quand ça s'inscrit dans la durée, s'il y a une prescription de 5 ans, tout ce qu'on a écrit avant, ça sert à quoi Si, ça sert parce que ça démontre... je t'ai dit tout à l'heure sur la notion du harcèlement, était beaucoup moins maintenant, parce que je t'ai dit les derniers arrêts ont nuancé le truc, mais c'était la durée. Donc la prescription de 5 ans, ne s'applique
que sur les salaires et que sur le fait d'agir sur la situation. Mais sur les faits en lui-même, sur le descriptif de la situation, il n'y a jamais eu un empêchement d'aller bien au-delà de cette durée pour montrer la durée et l'importance de la durée. Et donc la violence, d'autant plus parce que ça a duré très longtemps. Mais la durée n'a jamais été limitée. La prescription s'applique sur le fait de commander somme ou certaines choses. On va peut-être juste finir ce point-là, parce qu'il y a encore... Non, c'était juste par rapport à un exemple. Oui. Moi, j'ai un enfant handicapé qui est autiste. Les gens, je milite un peu dans le milieu des parents, tout ça. Donc, il y a eu l'affaire de Moussa, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un institut qui gardait des enfants handicapés. Et en fait, c'était passé sur la CIS, sur la maltraitance d'enfants handicapés en institut, comme ça. Et en fait, les salariés, c'est un salarié qui a dénoncé en fait la maltraitance qu'il y avait de ses enfants. Et il était le seul en fait à l'avoir fait, quoi. C'est-à-dire que tous les travailleurs sociaux qui travaillaient dans l'institut n'ont rien dit, en fait, pendant des années. Probablement il y a eu de la maltraitance d'enfants handicapés et personne n'a dénoncé, quoi. Et c'est un salarié qui était peut-être même pas syndiqué d'ailleurs, on parlait de citoyen tout à l'heure, d'attitude citoyenne, qui a dénoncé, et ça fait tout un... Enfin, il y a eu une enquête et tout ça, et ça finit par fermer. Enfin, il y a eu des... Vous ne connaissez pas ce problème? Si, moi j'ai entendu ça. Et, enfin, moi, la question que je me pose quand même, c'est jusqu'à quel point ça peut aller, la maltraitance. On peut retrouver ça dans les maisons de retraite, avec des personnes âgées et tout ça. Et des fois, c'est effarant de se dire qu'il y a des gens qui sont capables de vivre ça et de le voir sans même le dénoncer, quoi, à l'extérieur, enfin, sans même... Enfin, moi, ça m'angoisse, quoi, je veux dire, pour les gens qui sont... Parce que l'hypothèse était celle de Pierre, c'est-à-dire que non seulement il y a maltraitance à enfants autistes, mais il y avait probablement aussi concomitamment maltraitance à encadrant, aux salariés. Oui, c'est-à-dire c'est Stanislas Tomkiewicz aimait bien châtier mal. C'est-à-dire que la loi de l'extérieur ne pénètre pas à l'intérieur, c'est l'omerta qui préside, et ce climat d'emprise, de terreur, permet des institutions toutes puissantes. Mais c'est parce qu'il y a déjà une maltraitance aux encadrants que ça va permettre, et ça c'était la libre pensée qui avait fait un dossier formidable sur la situation de vulnérabilité, personnes handicapées, l'enfance, les personnes âgées, les situations en situation de vulnérabilité. Quand tout à l'heure Pierre évoquait le fait qu'on avait fait grève dans l'établissement pour le départ du directeur, on vous a bien dit, on a fait grève sur des faits de maltraitance et de harcèlement sur le personnel, mais aussi sur les usagers. Et autant le personnel au départ, certains salariés étaient vraiment dans des situations compliquées et tout, hein, voilà. Mais bon, nous, ce qui nous a extrêmement choqué, moi je sais que moi ce qui m'a absolument, voilà, c'est un résident dont je m'occupais, qui lui avait, était aussi autiste, et avait une habitude particulière que le directeur ne supportait pas, et donc l'avait vraiment pris en grippe, si tu veux. Et donc c'était il l'empêchait, il le contraignait, il l'empêchait, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est devenu intolérable. Et donc l'intolérable des résidents, c'est devenu aussi l'intolérable des salariés, parce que effectivement, si on supportait pas pour les résidents, les collègues qui étaient maltraités, c'était pas supportable non plus. Et ça a fini sur une grève collective, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, le fait que ça atteignait des personnes très lourdement handicapées, ça a extrêmement choqué le personnel. Il y a des syndicats qui l'ont dénoncé. Hein, tu vois. Enfin, moi j'avais regardé ça, c'était passé sur M6. Ça fait peur, parce que c'est des gamins qu'on attachait, qu'on mettait dans des box, enfin c'était des situations complètement incroyables, quoi. Et en fait... Ouais, alors là ça nécessiterait ce que tu dis là, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre rencontre. Oui. C'est la capacité de l'être humain c'est sa propension à la violence, quoi. Parce que
Bah, dénoncer, ouais, déjà. Et pourquoi n'existe pas des personnes qui seraient mises dans des postes comme ça, sous-marins, juste pour voir ce qui se passe? Bah, on pourra appeler ça de la délation après. Après, je sais pas moi. Bah non, c'est pas des gens quand même. Non, mais ce que non, mais tu des dis, gens, attendez, François, des gens qui ont la tête sur les François, épaules, normalement, c'est prévu par les textes de loi. C'est-à-dire qu'il y a des autorités de tarification, de tutelle et de contrôle. C'est-à-dire que nous, voilà, force ouvrière, Mais ils disent quand ils viennent contrôler. non, mais c'est les contrôles inopinés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est très important d'avoir ce regard extérieur, de dire, ben voilà, est-ce que l'argent alloué pour les usagers, est-ce qu'il va bien aux usagers? C'est très important. Mais encore une fois, ce te heurte à une difficulté, c'est-à-dire que si tu dénonces le crime, tu cours le risque de perdre ton travail. C'est-à-dire que moi, si par exemple je dis la situation de risque de mise en danger de la vie d'autrui, comme je l'ai fait à la race ou ailleurs, pour des nombres de situations, ou sur ton EHPAD, je cours le risque peut-être, moi, syndicat départemental, de mettre 48 salariés sur le carreau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la prise de responsabilité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait ou pas? C'est-à-dire que tu mesures le rapport de force et comment tu le fais. Ça, c'est une vraie... Si tu as les troupes derrière toi, tu peux le faire, et tu as le rapport de force pour recaser les gens, et si tu n'as pas les troupes derrière toi, eh ben, tu vas le payer chèrement. Je dis pas ça pour légitimer le crime, hein. Je dis pas ça pour cautionner l'exemple qu'a dit... J'essaye de... Non, mais à un moment, tu as de la stratégie qui doit se mettre en place. Non, mais bien sûr. Et la stratégie, c'est forcément c'est le cœur de métier du syndicat. Oui, tout à fait. C'est encore une fois... revenir sur un point dont on juste à peine évoqué. Tu disais la grille, je pensais à la personne qui vient pas te voir, là, ou celle qui a mis 5 ans pour venir te voir. Mais même tu disais que ce serait peut-être regrettable de faire une grille de toutes ces situations-là, un peu comme un QCM. Oui, c'est ça, un carnet, on va dire, prêt à... Je me demande si c'est pas... Il n'y a plus que des croix à mettre. Peut-être que des fois, ça peut aider les gens qui ne savent pas trop... je veux dire, ce serait malheureux d'être obligé, voilà, parce que ça voudrait dire qu'on est quand même dans un climat de défiance. Maintenant, il y aurait un outil disponible au cas où. Des DP ou des CE ou des gens conscients de ça, qui auraient envie de... Et qui pourraient à un moment donné qui serait être... une aide. Ce serait une aide à prendre conscience, à verbaliser, ou à... Tu vois, je pense que ça pourrait peut-être, mais j'en sais rien. Ça peut avoir un effet catastrophique aussi. Peut-être. Pierre, je trouve que tous les moyens au regard des... Après, à qui tu le donnes et comment c'est utilisé. Oui, c'est ça. Mais moi, ce qu'on peut proposer dans ces cadres-là... Il faut être très prudent là-dedans. C'est au regard des grilles d'entretien qu'on avait à mot pour mot. Et que moi, je faisais l'évaluation tous les ans. Après, il y a toujours les contre... Eh ben, on peut sortir une grille type et la présenter à une mensuelle et voir effectivement si ce genre de choses peut être mis dans la boîte à outils du syndicat et dire, à la disposition des sections syndicales. Au cas où. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit bien pour les risques psychosociaux. C'est qu'un outil, c'est-à-dire avec des catégories, des indicateurs, ça peut être quelque chose comme ça, mais encore plus détaillé. Tu vois. Bon. C'est sûr qu'en termes d'argumentaire, ça pèse beaucoup plus que du narratif, où tu mélanges pas les dates, les machins, les trucs, des choses qui sont déjà préorganisées, faciles d'accès, et d'autant pour les juristes, je connais pas trop, mais je travaille beaucoup avec des assistants de services sociaux, et qui donc montaient des enquêtes, présentaient des enquêtes aux juges, hein, et ils disaient souvent que plus c'était classé, organisé, et plus ils avaient de chance qu'effectivement leur orientation passe, quoi. Donc il y a quelque chose à faire au niveau de la présentation de l'information. Alors après, ça peut être aussi une aide pour... Oui, et moi je voyais ça. Ça pourrait être intéressant de travailler sur un outil comme ça, tu vois, pour tous les gens qui ont des représentations, qui sont dans le rôle de défense, de soutien des salariés et tout. Alors voire même pour le salarié lui-même, quoi. Pour faire un outil, on peut penser à un truc comme ça. Pour faire un outil,
Alors, soit il faut que vous soyez formé, vous pouvez être formé à des méthodes de construction pour construire vous-même vos propres outils, ou sinon il faut remonter les informations. Ouais. Il faut, à la limite, si moi je vous proposais une base, il faudrait me faire remonter les exemples, parce que ce n'est qu'avec les exemples qu'on peut préfigurer quelque chose. Mais moi, je peux me resservir des grilles que moi j'utilisais mot pour faire les analyses des entretiens. Voilà, donc, mais c'est une idée parce que de toute façon, avec des outils, on est quand même plus. Ça montre aussi qu'on est préparé, qu'on y a réfléchi, qu'on est préparé, qu'on est voilà. Donc ça fait entre guillemets, ça rend les choses plus sérieuses au sens. Ouais. Ouais, puis peut-être renvoyer aussi à la personne qui se trouve dans des situations comme ça, qu'elle n'est pas forcément toute seule, malheureusement. Mais que là, il peut peut-être y avoir une certaine dynamique à tout à fait, mettre en place pour elle. Parce que souvent, ils sont tellement... moi, j'ai vu une collègue de boulot qui parlait d'un chef et dans le couloir, elle pleurait, quoi. Tu vois. Et puis, elle ne savait plus quoi faire, ni quoi dire, ni quoi... elle ne savait plus où elle habitait, quoi, carrément. Hein. Bon, et puis non, il n'y a rien à faire, et puis c'est vachement long, quoi, après. On a le soutien de collègues, évidemment, parce que, isolé, etc. Enfin, elle avait tout ça, quoi. Donc tu te dis, bon, qu'est-ce qui pourrait bien, il n'y a que le soutien, ta parole, qu'elle prend en compte, qu'elle prend pas en compte, sur l'instant. Non, mais c'est vrai qu'un outil, ça peut être une aide, même en termes de reconnaissance aussi de la souffrance de la personne. Dire, ok, on consigne. Est-ce que tu es d'accord, tout ça? On consigne, on commence à tenir une comptabilité. Et puis nous qui sommes un peu plus extérieurs, on va t'aider à tenir cette comptabilité-là. C'est triste à dire. Quelque chose comme ça. Si jamais il y a, que ce soit au niveau de la médecine du travail, pour un arrêt, par exemple. Sauf que par rapport à l'outil qui peut faire... l'outil RH, ressources humaines, ou l'outil relations sociales. Le repérage tel que, avec les items qui figurent ici, notamment, il y en a un certain nombre, on pourrait s'inspirer de la grille avec laquelle Anne a travaillé, faire un mix des deux. Après, à partir du moment où le constat a été établi par les collègues, ce qui est psychiquement ressenti et comment existe réellement. D'accord? Ce qui est psychiquement ressenti existe réellement. C'est-à-dire qu'il faut comment faire à partir de ce constat, traduire, permettre l'injonction pour revenir au cœur du sujet, faire en sorte que ce management délétère puisse être contraint à une obligation de résultat de changer ce qui dysfonctionne. C'est-à-dire que cet outil, à mon sens, ne vaut que parce qu'il permet une pression incommensurable sur l'employeur. Il faut le coupler obligatoirement avec l'obligation de sécurité.